Bonjour, bonjour. Cette vidéo est une autre vidéo toujours pour parler des problèmes dans les grands lacs. La dernière vidéo que j'ai publiée a eu beaucoup de controverses. Beaucoup de controverses parce qu'il y avait aussi beaucoup de vérité dans cette vidéo-là. Notre souhait, c'est de voir la RDC, la République démocratique du Congo, être l'un des leaders, la locomotive de l'Afrique australe ou de toute l'Afrique, même de façon générale. Notre souhait, c'est de voir une Afrique émergente, une Afrique qui compte sur ses hommes et sur ses institutions. Voilà notre souhait. Notre souhait n'est pas de voir la guerre partout en Afrique. Il y a des personnes qui souhaitent la guerre, mais ces personnes ne sont pas les acteurs directs de cette guerre-là. Elles disent, c'est notre pays c'est le Congo. Vous êtes loin de notre pays, ça ne vous concerne pas. Mais nous, notre souhait, c'est qu'on progresse ensemble, que l'Afrique réussisse à se relever, que l'Afrique réussisse, et surtout la République démocratique du Congo puisse réussir à s'en sortir. Notre souhait n'est pas de voir les guerres au niveau de l'Est de la RDC. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Notre plus grand souhait, c'est de voir la RDC s'élever comme un géant fort, comme une locomotive en Afrique. La RDC a le potentiel pour cela. Tout ce qui lui reste, c'est une vision claire et une politique propre et claire. Beaucoup de personnes m'ont reproché dans mes vidéos précédentes le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir des informations justes sur la République démocratique du Congo. Je leur ai demandé, en fait, qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit? Est-ce que c'est faux que Laurent Désiré Kabila a signé des accords avec Paul Kagame ou encore avec Yoweri Museveni pour avoir des concessions minières au niveau de la RDC, à l'est de la RDC? Est-ce que c'est faux? Les personnes ont considéré cela comme étant des accords privés. D'autres m'ont dit dans les commentaires, il s'agissait là des accords privés parce que Laurent Désiré Kabila n'était pas encore président. N'était pas encore président de la RDC. Mais vous savez, on doit être clair là-dessus. Laurent Désiré Kabila était président lorsqu'il signait ces accords, même s'il n'avait pas encore, il n'était pas encore président de fait. En fait, il savait qu'il devait être président parce que ce soit l'Ouganda ou le Rwanda, ces deux pays devaient utiliser leur armée, leur service de renseignement pour pouvoir aider le président Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir. Et je crois que en fait, il ne faut pas être malhonnête jusqu'à un certain point. Parce que, vous savez, le chef d'état-major, regardez un peu, faites des recherches, vous allez voir que le chef d'état-major de la RDC, sous le règne de Laurent Désiré Kabila, de 1997 à 1998, c'était un Rwandais. Je ne veux pas prononcer son nom ici, c'était un Rwandais, vous allez faire des recherches, vous allez retrouver. Des personnes m'ont dit que cet accord permettait au Rwanda d'avoir chaque mois 60 millions d'euros. Mais attendez, si c'était des accords et que cela devait durer 30 ans, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ces accords, en fait, un accord doit être respecté. Les personnes, je ne sais pas si c'est parce que peut-être c'est un pays africain qui réclame le respect des accords signés. Je ne sais pas. Parce que qu'est-ce que ces pays africains ont fait? Des accords signés pendant la colonisation. Des traités signés pendant la colonisation. Ça devait durer 50 ans. Et certains pays l'ont renouvelé sans problème. Donc, quand il s'agit d'un pays africain, ça pose un sérieux problème pour ces autres personnes-là. En fait, il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Selon moi, il faut être juste dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Il faut être cohérent.
Moi, j'ai une admiration particulière pour le président Paul Kagame. Des personnes m'ont dit que j'ai peur de lui. En fait, ce n'est pas de la peur, c'est de l'admiration. Paul Kagame, c'est un président qui a pris un pays en difficulté. Un pays qui n'avait pas de cohésion sociale. Il a fait une armée forte. Et vous savez que pour une armée, c'est le moral, c'est le mental, c'est le mindset. Parce que un soldat qui est découragé, un soldat qui n'a pas le moral, n'est pas un véritable soldat qui est motivé. Ce n'est pas un soldat qui peut accepter de se sacrifier. Des personnes m'ont reproché de soutenir le Rwanda, de soutenir les faussaires, des personnes qui pillent un autre pays. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du respect de la loi. Il s'agit d'être juste avec ce qu'on a accepté de faire. On ne peut pas signer des accords lorsque ça nous arrange et maintenant renier tout cela quand ça ne nous arrange plus. Des Rwandais sont morts. Des Ougandais sont morts. Des Congolais sont morts à cause de ce traité-là. Pourquoi ne pas attendre qu'il finisse et on ne le renouvelle plus? Ce traité devait durer, ça a un temps déterminé. On ne peut pas signer un traité à vie. Ça ne se fait pas. Pourquoi ne pas patienter simplement que ça arrive à expiration et puis on finit avec ça une fois? Parce que des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la guerre ont tendance à me dire oui, vous êtes au Cameroun. Oui, ça ne vous concerne pas directement. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que il ne faut pas que les choses vous arrangent lorsque peut-être il faut signer des accords, signer des traités et tout ça. Je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup. J'ai eu l'impression que on est dans un monde où il faut être juste avec soi-même. Moi, selon moi, une personne ne peut pas dépenser pour vous libérer, dépenser pour vous faire sortir de l'oppression. Et que à la fin, la seule récompense que vous pouvez lui donner, c'est la trahison. Parce que Laurent Désiré Kabila a trahi le contrat avec Paul Kagame, avec Yoweri Museveni. Donc, il a pensé être trop sage. Je ne sais pas par qui il avait été conseillé. En fait, ça c'est quelque chose de très grave. Et je vais souligner quelque chose aussi. Lorsque j'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que Paul Kagame devait gagner s'il y avait guerre, je vous ai dit, la meilleure des choses, c'est d'éviter autant que possible la guerre. La guerre n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut l'éviter absolument. Mais pour éviter la guerre, il faut la préparer, c'est vrai. Mais, en fait, l'idéal ici, c'est d'éviter autant que possible. Parce que je vous ai dit toujours, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle va finir. Et les personnes qui ont dit, c'est vrai que faire la guerre, c'est faire la politique autrement, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas de la politique. La politique n'a rien à voir avec la guerre. C'est vrai, on va parler de la géostratégie. En ce qui concerne la géostratégie, en ce qui concerne la géopolitique, tout ça, personnellement, je considère que la guerre n'est pas un moyen pour pouvoir faire de la politique. Ce n'est pas un moyen. Parce que si on utilise la guerre comme moyen pour faire la politique, cela encouragerait toujours la rébellion. Ça encouragerait toujours l'instabilité de n'importe quel pays. Et personnellement, je ne suis pas pour la guerre. Je ne peux pas soutenir, je vous ai dit, je ne peux pas soutenir un groupe rebelle. Je ne peux pas soutenir une rébellion. Je ne pourrais jamais le faire. Pourquoi? Simplement parce que moi, je trouve qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir réclamer, pour pouvoir revendiquer. C'est vrai que parfois, les gens m'ont dit que quand on ne peut plus rien, quand il n'y a pas d'autre moyen en dehors de ça, on fait comment? Non. Je ne peux pas soutenir, j'ai bien précisé, je ne peux pas soutenir un groupe rebelle, je ne peux pas soutenir une rébellion. Jamais. Parce qu'il y a toujours la possibilité de dialoguer. Toujours. Même si l'autre a les oreilles de sourd, il y a d'autres moyens pour pouvoir résoudre le problème. Il y a des gens qui m'ont dit que comment je critique, comment j'apporte des critiques à mon concitoyen, à mon compatriote Charles Onana, parce que j'ai donné
j'ai eu à voir un résumé de ces documents, de sa pensée. Les gens m'ont dit que je suis MRC. Bon, je ne sais pas ce que selon eux, ça signifie. Ici, au niveau du Cameroun, c'est une façon de me stigmatiser. Montrer que, par exemple, je suis un opposant. Opposant parce que je dis tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Opposant parce que, par rapport à mon compatriote, lorsqu'on veut faire une critique, il faut d'abord reconnaître ce qui est fait de bien, ce qu'il y a de bien, avant d'apporter les limites, avant d'apporter les insuffisances de ce que la personne a fait. Et ce que j'ai fait en ce qui concerne mon compatriote, Charles Onana, journaliste, écrivain et enseignant. J'ai dit dans ma vidéo, dans une précédente vidéo, je crois, dans l'une de mes précédentes vidéos, que mon compatriote Charles Onana avait bien fait de voir les deux pans, les deux côtés du génocide. C'est-à-dire qu'il avait bien fait de constater, de faire ce constat qui est très bien, c'est un bon constat, de faire le constat que c'est comme si la communauté internationale était dans un camp. Parce qu'il a simplement jugé un camp. Le camp des Tutsis. Il protégeait, la communauté internationale était derrière les Tutsis, protégeait les Tutsis contre les Hutus. En prétendant que les Hutus sont ceux qui avaient, par exemple, le pouvoir, bref, on n'a pas jugé bon de mener aussi une action en justice contre les Tutsis qui étaient, par exemple, aussi génocidaires. Mais j'ai bien parlé de ça. Mais les limites de ce qu'il a dit là, les limites de mon compatriote Charles Onana, c'est que peut-être que la communauté nationale a considéré que les Tutsis qui ont posé des exactions ou qui ne faisaient que c'était de la légitime défense, peut-être qu'ils n'essayaient que de se défendre par rapport à l'oppresseur qui possédait les moyens de l'État pour affamer, pour opprimer, pour empêcher l'épanouissement du peuple Tutsi. Il y a des personnes qui me disent que Paul Kagame est méchant, c'est un sanguinaire, c'est ceci. Ce n'est pas à Paul Kagame de développer le Congo, la RDC. C'est aux Congolais de développer la RDC. Et il faut reconnaître que le président congolais, Tshisekedi Félix, a reconnu que M23 est un mouvement purement congolais. Il a reconnu. Il ne faut pas le nier. Parce que les personnes donnent l'impression qu'il faut mêler à ça des émotions. Non. Quand on veut faire une analyse, en tant que scientifique, quand on veut faire une analyse, on doit être objectif, on ne doit pas avoir une partie prise. Peut-être à la fois on peut donner son opinion personnelle. Et là, je dis toujours, selon moi, selon mon opinion, c'est que je ne peux pas, par exemple, venir là, chercher à soutenir un camp. Absolument non. Le camp que je dois soutenir, c'est le camp du peuple. C'est le camp de l'opprimé, le camp de celui qui souffre. Parce que, par exemple, ces gens qui disent que si on amène la guerre dans la rue, mais regardez par exemple en ce qui concerne la ministre des Relations extérieures de la République démocratique du Congo. Il y a des erreurs graves qu'elle commet. Le fait de dire qu'elle peut amener les problèmes dans la rue, c'est très dangereux pour un pays. Et qu'est-ce que ça va donner au niveau de la diplomatie congolaise? Ça se présente très mal. Ça montre de l'immaturité dans la façon de faire. Et j'ai bien précisé dans l'une de mes vidéos que c'est comme si le pouvoir de Kinshasa ne savait pas comment réagir. Il y a trop d'amateurisme. Je ne dis pas cela parce que peut-être je déteste quelqu'un, non. Notre souhait, c'est que par exemple la RDC soit la locomotive. C'est un grand pays, un vaste pays, plus de 2 300 000 km² qui possède des richesses. Mais il faut que cette richesse profite aux Congolais de la RDC. Et j'ai répondu par exemple aux commentaires, à certains commentaires qui me disent que les Tutsis ou les Hutus ne sont pas des Congolais. Non. S'ils sont sur le territoire congolais, je vais prendre un exemple au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, on a le peuple Peul. Le peuple Peul ou le peuple Haoussa. Le peuple Haoussa se trouve au Cameroun, se trouve au Nigeria, se trouve au Niger, se trouve
dans beaucoup de pays africains. Il précise bien le peuple Haoussa, mais nous savons qu'il y a les Haoussa camerounais qui sont souvent nommés dans notre administration, dans l'administration camerounaise. Il y a les Peuls qui sont au niveau du Cameroun, du Niger, du Tchad, de la Centrafrique, du Mali jusqu'au Mali. Il y a les Peuls. Mais est-ce que nous, on va dire que les Peuls ne sont pas Camerounais? Les Peuls qui sont Camerounais ne sont pas Camerounais? Non, ce sont des Camerounais. En fait, le problème c'est quoi? C'est que si l'Est du pays, si par exemple le Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, ou même tout ça, Goma, c'est une partie de la République, en fait c'est une partie de la République démocratique du Congo. Alors il faut que le pouvoir central, c'est-à-dire le pouvoir de Kinshasa, ait le pouvoir sur cette partie-là. Que toutes les milices soient démantelées, toutes les milices qui se trouvent à l'Est de la RDC. Si par exemple, M. Paul Kagame prétend, s'il dit que c'est à cause des injustices qui se font, par exemple, sur le peuple Tutsi, au niveau de la RDC. Mais pourquoi est-ce que le président congolais ne peut pas prendre celui de protéger une partie de son peuple qui est opprimé, pour ne plus donner la possibilité à Paul Kagame de réclamer quoi que ce soit à la RDC? Parce que si les accords sont finis, il faut d'abord vérifier si les accords signés avec Kabila ont été respectés. Si c'est respecté, alors maintenant, on peut démanteler tous les réseaux. Je pense que il faudra faire en sorte que le pouvoir de Kinshasa ait le pouvoir, ait la possibilité, la main mise sur toute la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et toutes ces milices qui se trouvent au niveau de l'Est de la RDC ne représentent pas, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de bon pour la RDC et pour toute la sous-région. C'est quelque chose de très dangereux parce que, n'oubliez pas, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, ou la Namibie, l'Angola, tous les pays qui sont là, en fait, toutes les milices qui sont là représentent une menace pour tous ces pays-là. Je ne peux pas vous cacher, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour un pays comme le Rwanda, sauf s'il y a des garanties sérieuses. Parce que de faire en sorte que les Rwandais, comme on prétend, les Rwandais ne puissent plus soutenir, par exemple, le M23. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que c'est clair que le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à mettre l'ordre au niveau du Kivu, n'arrive pas à mettre l'ordre à l'est du pays, n'arrive pas à contenir ou par exemple à respecter, à faire qu'il y ait la protection du peuple qui se trouve. Parce que c'est ça le véritable problème. Le peuple congolais qui se trouve au niveau de l'est du pays souffre énormément à cause de ces guerres, souffre par exemple énormément à cause de ces milices, de ces différentes milices. Pour démanteler toutes ces milices, il faut reconnaître des faits. Tous ces gens qui habitent dans ce pays-là, on doit reconnaître que ce sont des Congolais. S'il y a des étrangers, et je pense que l'idéal pour eux n'est pas de dire que par exemple, parce que les Tutsis ou les Hutus ont été transportés là-bas. Le problème c'est que on peut faire tout pour les mettre à l'aise. C'est-à-dire le pouvoir de Kinshasa peut faire en sorte qu'ils deviennent Congolais. Qu'ils deviennent Congolais. Si on estime même qu'ils ne sont pas Congolais, on peut faire en sorte qu'ils deviennent Congolais. On peut créer des écoles, faire en sorte que... C'est pour ça que j'ai proposé, par exemple, à long terme, le système politique, la modification du système politique, qui soit fédéraliste. Pourquoi? Parce que là, par exemple, créer des États qui vont dépendre d'un État central. Et là, par exemple, les problèmes d'ethnicité, les problèmes, par exemple, de tribus. Parce que voilà encore notre problème qui mine les pays africains. L'ethnicité, les tribus. Ça fait que c'est ça qui fait que, par exemple, même l'armée, la RDC n'arrive pas à agir. Or, Paul Kagame a résolu ce problème-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand je demande de faire appel à l'expertise de Paul Kagame, les gens me disent que j'ai peur de... Non, il ne s'agit pas d'incriminer quelqu'un pour rien. Il ne s'agit pas de faire agir les émotions dans, par exemple, ce que j'ai dit. Non, je vais éviter autant que possible ces émotions-là, d'inclure mes émotions. C'est pas le fait de dire que non, il est bon ou bien il est mauvais. Non, non, c'est pas ça. Il s'agit d'être objectif. De voir ce qui est bien dans chaque camp et de voir ce qu'on peut copier. Aujourd'hui, la région des Grands Lacs est une région qui peut être stabilisée. Cette région peut être stabilisée. Et je précise bien, je continue à le dire, la guerre n'est pas une bonne option. Il y a des gens qui me disent que quand on regarde l'armée de la RDC, il y a plus de 100 000 hommes
alors que l'armée du Rwanda a 35 000 hommes. Donc, sachez qu'il ne s'agit plus de l'armée de l'Antiquité. Il ne s'agit plus de l'armée des armées du Moyen-Âge, où c'était le nombre qui faisait quoi que ce soit. Ici, il s'agit par exemple d'une armée professionnelle, d'une armée qui a une cohésion, d'une armée où, par exemple, les ordres sont respectés. Il ne s'agit pas d'une armée où il y a du désordre. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, une armée qui a 100 000 hommes, mais cette armée-là n'atteint même pas les compétences, n'a pas la compétence, par exemple, parce que mal formé, parce que tribaliste, parce que tribalisé, parce que, par exemple, corrompu, ne peut pas atteindre, par exemple, parce que les ordres ne sont pas respectés. Pourquoi est-ce que, en fait, l'idéal, c'est de créer une armée républicaine, de faire en sorte qu'il y ait cette cohésion nationale, que, par exemple, avoir des poches de pouvoir partout, faire en sorte que, par exemple, la République, et ce n'est pas seulement le cas de la République démocratique du Congo, c'est aussi le cas d'autres pays, le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, bref, tous les autres pays peuvent copier ce modèle-là. Segmenter le pays en région ou en donc, sous forme de système fédéral, pour qu'il y ait une meilleure gestion, pour que par exemple le problème de tribalité ou de tribalisme soit résolu, ou d'ethnicité soit résolu. Parce que la plupart des temps, dans les pays africains, on a tendance à vouloir coller des étiquettes en disant que celui-ci est tel ethnie. Comme par exemple ceux qui m'ont répondu, il y a des gens qui m'ont répondu, là j'ai su que c'est des Camerounais, parce que directement, lorsqu'ils voient une personne qui dit quelque chose qui semble être contre le régime en place, alors ils ont tendance à directement donner une étiquette politique à cet individu, même s'il ne participe pas à la politique, même s'il ne fait pas partie d'un bord politique. Et c'est quelque chose de très dangereux, parce qu'on a une nation à construire, on a des nations à construire, on a un continent à construire. Et quel est l'héritage que nous pourrons laisser à nos enfants et à nos petits-fils? C'est pas la division, c'est pas le désordre. On doit les laisser des pays prospères, des pays qui ambitionnent d'être meilleurs. Jean me dit, ces films occidentaux viennent exploiter, viennent nous dépouiller. En fait, il faut être sage. J'ai précisé dans une de mes précédentes vidéos à quoi nous servent les universités, à quoi nous servent les doctorats qu'on fait dans nos universités. Qui est venu nous empêcher de développer, par exemple, les choses dans nos différents pays? Qui? Est-ce que ces occidentaux nous ont empêchés de développer, par exemple, les choses qu'on fait dans nos laboratoires sont des choses très merveilleuses. Avec peu de moyens, avec, par exemple, des moyens qui sont, je sais pas, si vous partez à la République démocratique du Congo, c'est un pays que j'admire beaucoup. C'est un pays donc pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais vous allez voir par exemple que ce qu'ils font, parfois, ils font de très bonnes choses dans les laboratoires. J'ai eu à suivre par exemple des enseignants, des professeurs d'université. Par exemple, il y a des professeurs en statistique, bon je ne vais pas citer leur nom ici, avec lesquels par exemple j'ai eu à travailler sur leurs différentes publications. Il y a par exemple beaucoup d'enseignants de la RDC que j'admire et que j'admire beaucoup. J'ai professeur d'université en RDC que j'admire beaucoup. Et la RDC, c'est un pays qui a un très grand potentiel. Donc, et ce n'est pas le seul pays. Les pays africains, les pays miniers ont de très grands potentiels. L'idéal, c'est quoi? C'est de réfléchir sur comment faire profiter tout le monde. Que ce soit ces occidentaux qui ont besoin de ce coltan, de ce lithium ou bien de ce cobalt. On doit chercher comment optimiser notre part, optimiser la part des pays. Comment faire, par exemple, pour que la RDC ait un pourcentage un peu plus élevé sur le cobalt, sur le lithium, sur le coltan qui provient de la RDC. Comment faire? Ça, c'est la bonne question. Comment faire pour que le pays puisse profiter le maximum possible? Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Inch'Allah.